Merci de nous refaire confiance et bienvenue à cette édition dont voici les principaux titres. À l'ONU, le Conseil de sécurité a repris ses sanctions contre la RDC. Les 5 membres permanents dont la Chine ont voté pour interdire à la RDC d'acheter les armes. Pourquoi reprendre ces sanctions et comment la Chine a-t-elle voté pour cette décision? La réponse dans ce journal avec Bruno Caillemot Maneno, un expert en relations internationales. Et cette guerre d'agression imposée à la RDC aux conséquences humanitaires incalculables, le calvaire des déplacés à Lubero et Butembo, environ 1 million, ils sont éparpillés dans plusieurs villages à Lubero Centre et dans les villes de Butembo et Beni. Vous les suivrez dans les détails avec notre correspondant permanent dans le Grand Nord du Nord Kivu. À Kinshasa, Ngaliema, les habitants de l'avenue Tissakin sans abri lancent un SOS aux autorités du pays. Après la démolition de leur maison construite le long du chemin de fer au quartier Bassoko, vous le suivrez dans ce journal. Je l'ai annoncé à l'ONU, le Conseil de sécurité a repris ses sanctions contre la RDC. 5 membres permanents dont la Chine ont voté pour interdire à la République démocratique du Congo d'acheter les armes, alors que le pays de Patrice Emery Lumumba fait l'objet d'une guerre d'agression de la part de ses voisins, dont le plus visible est le Rwanda, avec l'aide de multinationales. À ces propos, nous avons joint au téléphone le professeur Bruno Caillemot, il est expert en relations internationales. Professeur Bruno Caillemot, pourquoi le Conseil de sécurité de l'ONU reprend ses sanctions contre la République démocratique du Congo alors qu'elles ont été levées, je crois, en 2022? Et comment la Chine a-t-elle voté pour cette reprise des sanctions alors qu'elle est le plus grand bénéficiaire de ces mines congolaises? Je ne comprends pas comment les gens sont étonnés de voir que le Conseil de sécurité, à l'unanimité, a repris les sanctions contre la République démocratique du Congo. Dans les relations internationales, il faut avoir la capacité de comprendre les jeux en jeu. Ceux qui nous malmènent, ceux qui détruisent les pays, ceux qui appuient, ceux qui tuent la population congolaise à l'Est sont d'abord les États-Unis d'Amérique. C'est cette puissance-là qui, depuis 1997, a armé les Rwandais, a envoyé des armes, a utilisé l'armement qu'il avait en Somalie, qui est passé par l'Ouganda et arrivé au Rwanda pour envahir la République démocratique du Congo. Et nous, dans la politique étrangère actuelle, on s'est fait passer pour des amis des États-Unis d'Amérique. Lorsqu'on est au niveau du Conseil de sécurité, les États-Unis défendent d'abord l'intérêt des Rwandais parce que ce sont les Rwandais qui sont en train de piller les ressources pour l'intérêt américain dans le premier temps. Et nous estimons que non, les États-Unis peuvent nous défendre. Les États-Unis ne nous défendent pas, mais on ne sait pas chercher d'autres alliés au niveau du Conseil de sécurité. Nous ne sommes pas alliés de la Russie ou de la Chine, et donc on ne peut pas attendre que les Russes et les Chinois utilisent leur droit de veto pour nous défendre, nous qui ne sommes pas leurs alliés. La Russie a utilisé le veto pour défendre la Corée du Nord parce que les Coréens ont donné des garanties ici aux Russes. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. C'est notre mauvaise politique étrangère qui fait à ce qu'on puisse être en face des sanctions comme cela. Professeur, est-ce que le départ progressif de la MONUSCO peut-il être pour quelque chose dans cette décision du Conseil de sécurité de l'ONU? Oui, par rapport à cette question, je suis effectivement d'accord que les États-Unis d'Amérique ne sont pas d'accord avec la politique actuelle de la République démocratique du Congo parce que la MONUSCO, c'est pratiquement un instrument aux mains des États-Unis pour piller la République démocratique du Congo à l'Est. C'est la première puissance qui profite de cette structure des Nations Unies. Rappelez-vous que la MONUSCO a été créée au moment où les Nations Unies marchaient au rythme des États-Unis d'Amérique. Donc en 1997, les États-Unis étaient une puissance unique. On était dans un monde unipolaire et tout ce qui se faisait aux Nations Unies ne devrait que se conformer à la volonté des États-Unis d'Amérique. Et donc la MONUSCO, jusqu'à l'heure actuelle, défend en premier lieu les intérêts des États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi la MONUSCO ne peut pas normalement entrer en guerre contre nos agresseurs parce qu'ils reçoivent de manière directe les ordres qui viennent des États-Unis. À côté de ça,
Il y a la politique qui a été lancée dernièrement en République démocratique du Congo, la politique qui va dans le sens de dédollariser l'économie congolaise. N'oublions pas qu'il y a au niveau international une guerre où on va dans le sens d'affaiblir l'hégémonie du dollar américain. Et nous, on s'inscrit dans cette logique-là. Et donc, ça montre que nous sommes en train de déclarer la guerre à la puissance américaine. Et cette puissance, elle n'est pas d'accord avec ce que nous faisons. Mais l'erreur que nous commettons, c'est de déclarer la guerre aux États-Unis, faire partir la MONUSCO, dédollariser l'économie, sans avoir une autre puissance qui nous protège. Or, ce n'est pas logique dans les relations internationales. Comme nous avons décidé de déclarer la guerre aux États-Unis, il fallait avoir une autre puissance qui allait protéger nos intérêts au niveau du Conseil de sécurité. Ça peut être la Chine, ça peut être la Russie, mais nous, on navigue dans le vide. Et là, j'ai fait appel au ministre des Affaires étrangères actuel de dire qu'elle doit s'impliquer à fond pour prendre à bras le corps cette question. Il faut qu'elle puisse travailler à fond pour que les pays soient protégés. Actuellement, là, dans les relations internationales, le pays n'a pas un allié, une puissance qui peut défendre ses intérêts au niveau du Conseil de sécurité. C'est grave, c'est très grave dans les relations internationales. Merci, professeur. L'instabilité sur le plan sécuritaire a des conséquences néfastes sur le plan humanitaire. Environ 1 million de déplacés de guerre sont éparpillés dans plusieurs villages à Lubero-Centre et dans les villes de Butembo et Beni. Nous sommes dans la province du Nord Kivu ces derniers jours. Sans assistance, ils fuient les affrontements entre les FARDC et l'armée rwandaise. Bantou Kambale Kapanza nous en parle depuis le Nord Kivu. Ces déplacés, en majorité des femmes, hommes et enfants, sont venus des agglomérations de Rutshuru, Miriki, Kimaka, Kanyabayonka, Kasehe, Kirumba et environ fuyant les atrocités des rebelles du M23 RDF. Selon Mouindo Tafuteni, président de la société civile en territoire de Lubero, ces déplacés se trouvent laissés dans les églises, les écoles et les autres dans des maisons inachevées sans aucune assistance des humanitaires et du gouvernement central. L'administrateur militaire du territoire de Lubero, qui reconnaît cet afflux massif, appelle les jeunes à ne pas se constituer en obstacle contre les humanitaires qui sont devenus la cible de ces derniers dans la zone en voulant secourir les vulnérables qui fuient les combats. Kiwewa Mitela allait indiquer l'ennemi connu de tous, c'est l'agresseur qui est le M23 RDF, pas les humanitaires qui viennent au secours des déplacés. On rappelle, 5 véhicules des humanitaires de l'ONG T-Found ont été échantillés par des jeunes le dimanche 31 juillet dernier. Plus de 30 militaires des FARDC ayant abandonné leur poste au front contre l'armée rwandaise sont à la barre ce mercredi 3 juillet dans le territoire de Lubero au Nord Kivu. Leur procès en flagrance est organisé par l'auditorat militaire garnison de Butembo. Détail avec Bantou Kambale Kapanza depuis la ville de Butembo. Ces soldats sont poursuivis pour fuite devant l'ennemi, dissipation des munitions de guerre et pillage des biens de la population sur la ligne de front dans le territoire de Lubero, où les rebelles du M23 ont pris le contrôle de plusieurs localités ces derniers jours. La nouvelle a été rapportée à Congo 26 Télévision par les porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord dans une note d'information. C'est une audience publique à la ligne de front pour juger les militaires fouillards ayant pillé les biens de la population, rapporte le lieutenant-colonel Makazuka et porte-parole de l'armée dans la région. Parmi la trentaine de prévenus, figurent aussi 4 femmes. Selon la même source, ces soldats seront sanctionnés selon la loi du pays. Selon les communiqués de la société civile dans les territoires précités, plusieurs engins roulant d'eau de motos ont été ravis de force par certains militaires sur l'axe routier Kanyabayonka-Butembo. Sous un autre chapitre, la première dame Denise Nyakiro Tshisekedi, à travers sa fondation, est très investie dans l'éducation et la santé, raison pour laquelle elle mène depuis 5 ans un plaidoyer auprès du gouvernement de la République. Et à l'arrivée d'une femme pour la première fois à la primature est une aubaine pour l'épouse du président de la République qui a discuté avec Judith Soubinois de l'accompagnement dans les 2 secteurs vitaux de la vie des Congolais. Ebenezer Bwanga pour les détails. Chef du gouvernement de la République démocratique du Congo. Excellence, le détachement d'honneur est rendu. Cette accolade signe leur tout premier tête-à-tête après que le gouvernement souminois ait été investi à l'Assemblée nationale.
Dans son bureau de travail, la chef du gouvernement Judith Suminwa reçoit la première dame, Denise Nyakero. Merci beaucoup. Merci. Les deux femmes se sont engagées à un échange sur la plaidoirie menée par la fondation Denise Nyakero Tshisekedi, en vue de propulser l'éducation et la santé, avec comme point fort la lutte contre la drépanocytose en République démocratique du Congo. Denise Nyakero a sollicité auprès de son hôte un accompagnement du gouvernement souminois au programme Excellencia, offrant la possibilité aux élèves qui se distinguent à poursuivre leur formation à l'étranger. Aussi, son implication dans l'organisation des États généraux de la lutte contre la drépanocytose et le soutien à la campagne de sensibilisation au dépistage des masses pour une avancée significative. Des préoccupations qui ont rencontré l'avis favorable de la première ministre, Suminwa. À l'issue de cette réunion, la présidente de la fondation qui porte son nom, Denise Nyakero Tshisekedi, s'est félicitée de cet échange qu'elle qualifie de fructueux autour des engagements majeurs touchant le bien-être des Congolais. À noter que cette rencontre a connu la participation de certaines personnalités, dont la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. En bref, le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, et celui du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katoué, ont répondu à l'invitation du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani, lundi 1er juillet, conformément à son télégramme du 28 juin dans lequel il demandait de surseoir le procédure des présentations de leur programme devant leurs assemblées provinciales respectives. Jacques Chabani les a reçus tour à tour à son cabinet de travail, mais aucune suite de cette rencontre en termes de recommandations. Encore beaucoup de patience pour un début des solutions aux maux qui rongent la ville de Kinshasa, alors que l'Assemblée provinciale a clôturé sa courte session de mars sans avoir investi l'exécutif Bumba. Le cauchemar des Kinois semble avoir encore longue vie, à moins qu'une session spéciale soit convoquée pour la présentation du programme Kinshasa Ezobonga du nouveau gouverneur. Suivez. Il était attendu depuis le vendredi 28 juin devant l'Assemblée provinciale de Kinshasa, en vue de présenter et défendre son programme d'action qu'il a bien voulu intituler Kinshasa Ezobonga. Daniel Bumba bloqué net dans un élan visiblement moins rassurant par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani. Légaliste, le chef de la territoriale congolaise cherchait, par sa démarche, à remettre sur le chemin le très ambitieux gouverneur contre qui il a retenu le non-respect des lois du pays, dont la formation de son gouvernement provincial composé de 20 membres, alors que la Constitution autorise 10 ministres provinciaux, et pas plus. Kinshasa Ezobonga connaîtrait déjà un obstacle budgétaire en ce que la rémunération des commissaires généraux nommés serait une charge pour la ville, au statut d'une province et dont les défis exigent des moyens consistants. Du coup, ce sont les vacances parlementaires au niveau de l'organe délibérant de la capitale. Il y a des choses qui doivent travailler de connivence avec le ministre provincial des Finances, le ministre provincial du Budget, qui sont déjà nommés mais qui ne sont pas encore investis. Votre commission demande un délai supplémentaire de 10 jours pour pouvoir faire un travail de fond. Alors, comme vous le sentez déjà, la session extraordinaire devient de plus en plus incontournable parce que nous devons aussi investir le gouvernement provincial. Le malheur ne vient jamais seul, dit-on. Bumba devint un nouvel obstacle qui consacre un débit clopin-clopon du gouverneur UDPS. La loi prévoit-elle un mécanisme de sortie pour permettre aux nouveaux locataires de l'hôtel de ville de Kinshasa d'ouvrir la voie à un début de travail et à des solutions aux défis qui rongent sa juridiction? Toutefois, les élus qui n'ont accusé déjà de tout le péché auraient souhaité avoir l'homme en face d'eux pour exprimer les douleurs de leurs électeurs. Soit la capitale congolaise et ses 13 millions d'habitants prennent comme des coutumes leur mal en patience dans l'attente des solutions du gouvernement Bumba corrigé.
Infrastructure routière dans la province du Kasaï central. On parle de la relance de travaux de réhabilitation de la route Kananga-Kalambambouji. Le gouverneur de province Joseph Moïse Kamboulou et son fils Job Kouindama ont entrepris une mission d'inspection dans la commune rurale de Matamba mardi 2 juillet, 24 heures avant le lancement du chantier. Objectif, s'assurer de la disponibilité de matériel et du consortium des entreprises chargées de relancer les travaux de cette route d'intérêt national. L'agence congolaise des grands travaux ACGTI donne les précisions au micro de Donel Mbouy. Comme là, c'est pour le lancement du projet Kananga Kalambambouji, un projet ambitieux qui va apporter de l'argent à la population du Kasaï central. Cela veut dire que ce projet ici est inscrit dans les programmes sino-congolais, les contrats dont le 5e avenant a été signé au mois de mars par l'État. Ça dénote le caractère important de ce projet ici qui vraiment va booster l'économie de ce projet. Cette fois-ci, ça sera la bonne. Je demande à toute la population du Kasaï central d'être optimiste et surtout de croire à la volonté du chef de l'État pour les devoirs de cette province. Tous les engins sont déjà là. Là, je peux vous rassurer. Ce qui est ici, ce n'est qu'un échantillon, mais tous les engins sont déjà là. Les moyens sont disponibles pour la réussite de ce projet. Ces travaux sont prévus pour 2 ans maximum. C'est une route stratégique, comme vous le savez. C'est une route de l'espoir pour cette province ici, qui va permettre à ce que la province soit approvisionnée en temps réel. Et c'est une route qui sera, il faut bien le dire, c'est une route qui sera bitumée. Nous aurons 7 mètres de largeur de la couche de roulement, plus 1 mètre de part et d'autre de la condition. Il faudrait dire que cette entreprise Sino-Hydro, 14 qui va travailler ici, mais cette entreprise fait partie du groupement d'entreprises chinoises qu'on appelle CISC. Donc c'est un grand groupement d'entreprises qui sera ici en pied d'œuvre. C'est depuis mardi 2 juillet que les maisons construites tout au long du chemin de fer ont été détruites sur l'avenue Tissakine dans le quartier Bassoko, commune de Ngalema, derrière Safrika, c'est Chaubeuse. Aucune mesure n'a été prise pour délocaliser les victimes dans des conditions acceptables. Ribike Kalonda a fait les constats ce matin. Autrefois voie ferroviaire qui réduisait les embouteillages sur les acteurs de la ville, mais depuis plus d'une décennie de lieux d'habitation pour bon nombre de familles. Duralex et Glex dit-on, la décision de la démolition exécutée, prise lundi 1er juillet, a été exécutée ce mardi au grand regret des habitations de toutes maisons concernées, notamment celles d'habitation et commerce. Il lance le cri de détresse. Nous n'avons pas pour demeure cet endroit. Il ne nous sert qu'à la vente de nos articles. Mais nous sommes surpris de voir les policiers venir causer les dégâts matériels et nous ravir certains de nos effets. Selon quelques habitants de ce quartier Bassoko, cette mesure a été annoncée depuis très longtemps, mais son application n'a pas été signalée afin de permettre aux riverains de cette voie de prendre les dispositions utiles pour évacuer le bien et les membres de famille. Parmi les victimes de cette mesure, on de nombre de personnes à mobilité réduite. Elles en appellent aux décideurs compétents. Lundi, le 1er juillet, là-bas 13h. C'était aux environs de 15 heures que ces policiers ont surgi sur le lieu. Conséquence, ils ne cessent de démolir le bâtiment en raison d'une certaine propriété qui aurait été achetée par une société privée pour sa propre exploitation. Quelque chose, solution, avec l'handicapé. Au-delà de la rigueur de la loi, les dirigeants ne peuvent-ils pas user de l'humanisme pour dédommager ces victimes? Une question qui vaut la peine, d'autant plus que ce sont les services techniques de l'État qui avaient vendu des parcelles à ces doubles victimes. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir. Nous travaillons pour l'unité